Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode sur l'activité physique, physiologie de l'exercice, composition corporelle. Aujourd'hui, on va aborder un peu plus la composition corporelle. Donc, moi, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. C'est quelque chose que je pense que je connais puis que je maîtrise quand même assez bien. Et c'est surtout quelque chose que je trouve que malheureusement, l'analyse de la composition corporelle, c'est pas quelque chose qui est maîtrisé suffisamment, c'est pas quelque chose qui est honoré à sa juste valeur. Et puis ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui se font avec ça, qui viennent à être un petit peu problématiques et qui peuvent causer souvent des préjudices assez importants. Alors, je pense que c'est pertinent d'approfondir nos connaissances dans cette science-là et surtout ne pas sous-estimer ou banaliser l'analyse de la composition corporelle, tant pour ceux qui l'utilisent que ceux que ces détracteurs là, qui vont vraiment s'opposer à ce qu'on fasse ce type d'analyse-là. Alors, bienvenue à tout le monde. Donc, il y a encore des gens qui se joignent. N'hésitez pas à me faire un petit coucou sur la section clavardage, donc dans les commentaires. Toujours un petit délai avant que je le voie. Je vous encourage à poser des questions, idéalement avec des choses qui sont en lien avec le sujet d'aujourd'hui, donc la mesure de la composition corporelle, l'analyse de la composition corporelle. Je vais probablement aussi faire d'autres balados sur le sujet, selon là, comment ça se déroule aujourd'hui, selon les questions, les intérêts de chacun. J'ai quand même pas mal de choses à dire là, sur la composition corporelle. Alors, pour commencer, écoutez, faut bien définir la composition corporelle, c'est quoi? La composition corporelle, on a souvent, salut Johan, on a souvent tendance à réduire ça au pourcentage de gras ou à la masse grasse. Donc, c'est très, 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 très souvent comme ça. Salut Jean-Patrick, salut Mélanie. Écoute, oui Jean-Patrick, j'enregistre, puis ça va être disponible après en balado sur Spotify, Apple, Google, puis aussi sur mon site là, dans la section Dr. Kin Balado. Donc tu vas pouvoir avoir ça en rediffusion sans problème et tu peux aller coucher tes enfants en paix. Alors donc c'est ça, donc on va définir la composition corporelle pour vraiment savoir de quoi on parle. Donc ça peut aller vraiment loin. Donc c'est pas juste une question de pourcentage de gras, c'est pas juste une question de prendre des plis puis des pinces puis avoir une idée, t'es-tu gras, t'es-tu pas gras. Donc la composition corporelle, ça peut aller excessivement loin et c'est principalement limité par les outils de mesure qu'on a. Pour vous donner une idée, là, on peut compter le nombre d'atomes de quoi on est composé. Et ça, c'est une analyse de composition corporelle. Donc, bien sûr, ça prend des équipements qui sont assez dispendieux, mais c'est juste pour vous dire comment on peut aller loin. Là, on peut vous réduire à, voici tant de carbone que tu as, tant d'hydrogène, tant d'oxygène, etc. Donc, on peut vraiment, vraiment décomposer l'organisme à presque sa plus petite expression. Donc, ça peut aller très loin. On s'entend que savoir combien d'atomes de carbone on a, c'est pas associé à grand-chose. Donc, c'est difficile de savoir est-ce que c'est bon ou pas bon. Est-ce que je vais mourir plus jeune parce que j'ai trop de carbone? Donc, ça nous parle pas beaucoup. Puis, bon, étant donné que c'est pas accessible, c'est peut-être pas pertinent d'aller aussi loin que ça dans l'analyse de la composition corporelle. Alors, on va fractionner l'organisme, quand on parle de composition corporelle, en compartiments. On va subdiviser, puis encore une fois, selon nos outils d'analyse, on va subdiviser en différentes fractions qui ont des propriétés différentes. Donc, on est capable de discerner, distinguer différentes composantes. Le modèle le plus complexe que je vous parlais, c'est ça, on se fractionne en atomes. Alors, c'est vraiment un modèle qui a plusieurs compartiments. Chaque atome représente un compartiment. Et le modèle qu'on va observer le plus souvent, c'est le modèle à 2 compartiments. 2 compartiments, ça veut dire qu'on subdivise l'organisme, donc le poids total, en 2 parties, soit la masse grasse et tout le reste. Tout le reste, on appelle ça la masse maigre. Donc la masse maigre va comprendre le squelette, les organes, la masse musculaire, les liquides, etc. Donc c'est le modèle le plus fréquent. Quand on a accès à une analyse de composition corporelle, que ce soit par bioimpédance avec un courant électrique ou par mesure anthropométrique, que ce soit avec des circonférences, des plis, des largeurs, des longueurs ou une combinaison de toutes ces mesures-là, eh bien, on se trouve à vraiment fractionner en 2.
Donc, on va subdiviser le poids total en deux fractions, en deux compartiments, soit la masse grasse et la masse maigre. Il ne faut pas confondre masse maigre avec masse musculaire. La masse musculaire, c'est un sous-compartiment de la masse maigre. Et ça a l'air... C'est relativement simple, ce fractionnement-là, comparativement à une fraction dite atomique, là, en carbone, hydrogène et compagnie. Et même si c'est simple, c'est quelque chose qui est particulièrement utile. Donc, c'est beaucoup plus, ça parle beaucoup plus, il y a plus d'utilité, il y a plus d'informations qu'on peut avoir avec ça lorsqu'on va parler de masse grasse et de masse maigre. Est-ce que c'est nécessaire? Donc, est-ce que mesurer ça, est-ce que fractionner le poids total, c'est quelque chose de pertinent? D'un point de vue médical, d'un point de vue santé, prévention des maladies, bien, utiliser seulement le poids, ça a un certain pouvoir prédicteur de la mortalité précoce. Donc, on peut voir que plus un individu est lourd par rapport à sa grandeur, bien, plus les risques de mortalité précoce, toutes causes confondues, sont importants. Alors, quand on parle de poids en lien avec la grandeur, ben, ceux qui sont familiers avec le domaine de l'activité physique, ben, on fait référence à l'indice de masse corporelle. Donc, l'indice de masse corporelle, c'est le poids en kilos divisé par la grandeur en mètres élevé au carré. Alors ça nous met en relation le poids et la grandeur, puis il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de données statistiques pour supporter l'indice de masse corporelle et l'associer à d'autres choses. Alors, plus l'IMC est élevé, donc plus le poids est important par rapport à la grandeur, plus il y a des risques de développer des maladies, plus il y a des risques de mourir avant le temps. Donc ça, il y a des tonnes de données là-dessus. C'est assez robuste, donc on sait ça. Et là, j'ai toujours des gens qui me disent « Oui, mais le classique, là, moi, si tu utilises l'IMC, ça ne marchera pas pour moi. C'est pas une bonne idée. Il faudrait analyser ma composition corporelle pour avoir une meilleure idée de quoi je fais parce que l'IMC ne sera pas représentatif. » Fait que là, les gens vont sortir certains arguments. Et c'est pas péjoratif quand je dis les gens, là, c'est avec le plus grand respect possible que je dis ça. Eh bien, on va arriver, on va dire, moi, je veux aller plus loin parce que l'IMC, ça ne s'applique pas à moi parce que, exemple, j'ai des gros os. Ça, c'est un classique. Pour avoir fait des analyses de composition corporelle avec des outils un peu plus poussés, qui nous permettaient de fractionner en plusieurs compartiments, dont fractionner la masse maigre en masse osseuse et masse de tissu mou. Donc, ça nous permettait d'avoir une idée du squelette. On utilise un appareil qui est un ostéodensitomètre, un DEXA. Donc, c'est vraiment d'habitude utilisé pour mesurer justement la densité osseuse, mais ça s'utilise pour la composition corporelle aussi. Puis moi, pendant mes études, j'en ai fait passer des DEXA, puis à un moment donné, pour faire une étude de validation, bien, on demandait à des gens de venir, puis on faisait test-retest pour voir comment l'appareil performait s'il mesurait 2 fois de la même façon la même personne, donc s'il fonctionnait bien. Et on a eu un homme qui est venu, qui était un joueur de rugby. Moi, le gars, je l'ai affectueusement rebaptisé Fémur, parce que c'était tout un colosse. À la blague, je dis tout le temps en pensant à ce gars-là, c'est le genre de gars qui vous demande votre voiture, vous lui donnez les clés plus 50$ pour mettre de l'essence, puis vous lui dites merci. Vraiment un colosse, là, un costaud, il rentrait pas au complet sur la table de balayage, fait qu'un vrai de vrai monsieur. Et puis, quand on l'a scanné, de mémoire, son squelette, c'était à peu près entre 8 et 10 kilos là, pour une centaine de kilos de poids total. Donc, ça demeure petit et c'était tout un squelette, là. C'était un costaud, là. Moi, je l'avais baptisé fémur, c'est parce qu'à l'écran, quand on voyait le squelette apparaître, j'avais jamais vu des fémurs gros de même, là. Ça prenait tout l'écran. Pour donner une autre idée, moi, je suis un gabarit à peu près moyen, je pèse environ 84 kg. Mon squelette, c'est à peu près 3 kg. Alors, les gros os, malheureusement, c'est pas un facteur qui joue tant que ça dans le poids, c'est pas un facteur non plus qui va jouer un rôle prédominant dans l'indice de masse corporelle. Donc, quelqu'un qui a des gros os, ben, ils sont peut-être gros, mais c'est pas pesant. Alors, puis si on pense à ça aussi dans tous les cours d'anatomie qu'il peut y avoir à l'université ou à la télé, quand on voit là, des médecins, puis là, il y a le sympathique Oscar, là, le squelette, qui est suspendu après une petite pôle, ben, c'est suspendu avec un petit ressort ou des petits fils de laiton ou des petits fils de pêche. Le squelette qu'il y a là, il n'est pas pesant. Puis là, les gens vont dire, oui, mais il est mort, il est déshydraté, il n'y a pas d'eau dedans. Ben, 1 litre d'eau, c'est à peu près 1 kilo. Fait que je ne rentre pas 40 litres d'eau dans un squelette, là. Donc, c'est pas lourd, le squelette comme tel. Alors, ça joue peu sur l'IMC, fait que les gros os, on passe à côté. Donc, à ce moment-là, l'IMC, ça peut être quand même intéressant. Sauf que là, les gens vont dire, oui, mais moi, j'ai une masse musculaire super importante.
Donc, ce qui fait en sorte que mon IMC, ben, je suis considéré comme obèse. Donc, le statut d'obèse commence lorsqu'on a un IMC supérieur à 30 kg par mètre carré. Là, j'ai dit, moi, je suis un culturiste professionnel, je suis à 34 d'IMC, mais j'ai 3% de gras. Écoute, j'ai pas de problème. Là, toi, tu me dis que je vais mourir plus jeune à cause de mon IMC. Moi, je vais rire de toi, puis je te prendrai pas au sérieux. Je vous invite à ce moment-là à faire des recherches sur l'âge de décès moyen des culturistes professionnels. Vous allez voir que, je me souviens jamais de l'âge exact, mais ça avoisine les 60 ans, je pense même que c'est 56 ans. Alors, ils n'atteignent pas l'espérance de vie. Fait que là, vous allez me dire, ben oui, mais c'est pas la même chose qu'une personne qui est obèse. Non, mais l'IMC, on l'utilise dans le fond, entre autres, pour son pouvoir de prédiction de la mortalité, toutes causes confondues. Alors, dans le top 10 des décès des culturistes aux États-Unis, on peut avoir drive-by shooting, donc prendre une balle perdue ou pas perdue puis mal intentionnée, puis ça nous tue. Fait que c'est peut-être dans le top 10 de nos causes de décès. Vous allez me dire, ben, ça peut être relié à l'IMC, parce que ton IMC est élevé, tu es une cible plus facile. Donc bon, mais blague à part, c'est pas métaboliquement relié, mais quand même, si on regarde les statistiques, l'IMC va quand même tenir la route puis être en mesure de prédire la mortalité convenablement. Alors, avoir beaucoup de masse musculaire ou avoir des gros os, ben, au niveau de l'IMC, c'est pas si pire. Ça reste un outil intéressant, surtout que l'IMC, ben, on a juste besoin de la grandeur de la personne puis de son poids. On peut quand même avoir une précision acceptable avec ces mesures-là. Alors, ça rend ça intéressant comme outil. Alors, pourquoi se compliquer la vie puis chercher à mesurer la composition corporelle pour aller plus loin? Ben, si on veut juste prédire les risques de décès, si on veut juste prédire combien de poids faudrait que tu perdes au total pour réduire tes risques, ben, l'IMC peut faire quand même un travail décent. Donc, ça peut donner des valeurs approximatives. Moi, je compare ça à des grandes recommandations dans le genre, c'est important d'essayer d'atteindre les 150 minutes d'activité physique modérée à vigoureuse par semaine, etc. Donc, des belles recommandations générales qui s'appliquent à la population. Dans le spécifique, dans le plus particulier, par contre, l'IMC peut avoir ses limites. Donc, si on n'est pas tout à fait dans les extrêmes, si on a quelqu'un qui a un indice de masse corporelle à 27, qui est considéré en surpoids, ben, est-ce que sa masse musculaire ou sa masse grasse est problématique? Puis, est-ce que si on veut perdre du poids, ben, ça serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'on perd. Parce que si on a un athlète qui a 27 d'indice de masse corporelle, puis qui dit, j'aimerais ça perdre un peu de poids, idéalement, on aimerait ça perdre du poids qui n'est pas utile, donc plus particulièrement de la masse grasse. Mais est-ce qu'il y en a assez de masse grasse? Est-ce qu'il y en a trop? Donc là, on fait face à une problématique où il faut subdiviser le poids et qualifier chacun des kilos de notre poids pour savoir qu'est-ce qui peut être un peu plus utile, qu'est-ce qui peut être un peu plus problématique, puis surtout comment mon intervention va modifier ces compartiments-là. Parce que si je fais une intervention pour diminuer le poids, puis je perds de la masse musculaire, ça se peut que j'ai une diminution de la force, ça se peut que j'ai une diminution de la puissance et ça peut se traduire par une diminution de la performance. La performance peut être de nature sportive ou la performance peut être de nature fonctionnelle, par exemple pour une personne âgée. Si j'ai une personne vieillissante qui a besoin de perdre du poids parce qu'il y a un excédent de poids, je veux que ça soit de la masse grasse. Je ne veux pas qu'elle perde de la masse maigre qui risque d'être plus spécifiquement de la masse musculaire et réduire sa capacité fonctionnelle, affecter sa force et même son endurance musculaire locale. Alors, c'est important de bien cibler qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va évoluer dans le temps. Alors là, on se pose un peu moins la question, est-ce que c'est nécessaire de mesurer la composition corporelle? Mesurer la composition corporelle, ça va devenir important s'il y a des changements de compartiments de composition corporelle qui peuvent avoir des impacts distincts sur l'atteinte de nos résultats. Le classique, c'est que les gens veulent perdre du poids, plus particulièrement du gras, ce qui n'est pas mauvais quand on regarde la prévalence de l'obésité et du surpoids qui s'en va en augmentant, puis c'est quand même assez élevé, on peut s'attendre à ce que perdre un peu de gras, ça va être important. Alors là, on accorde une certaine importance à l'analyse de la composition corporelle pour cibler une perte d'un des compartiments, plus particulièrement la masse grasse. Si on ne mesure pas la composition corporelle et qu'on utilise uniquement le poids, ça devient plus difficile de bien cerner qu'est-ce qui change et ça devient surtout difficile d'évaluer l'impact réel de notre intervention.
vous faites une intervention qui vise à créer un déficit énergétique important, bien, si vous avez 50% du poids perdu qui est du muscle et 50% de la masse grasse qui s'en va, donc on a une perte de 1 kg de gras, 1 kg de muscle, bien, il y a des conséquences à ça. Alors, il faut le savoir. Et c'est là que ça devient important d'être en mesure de déterminer la composition corporelle avec une certaine validité, mais surtout avec une certaine fiabilité. C'est ça qui est, je dirais, le plus gros défi qu'on a lorsqu'on va analyser la composition corporelle. On va beaucoup se fier à des outils, on va beaucoup se fier à des formules et on ne comprendra pas nécessairement la mécanique ou tout le raisonnement qui est en arrière. Si je prends l'exemple de l'analyse de la composition corporelle par mesure anthropométrique, moi c'est ça que je fais beaucoup. Les gens, les intervenants, les évaluateurs vont souvent se référer à l'équation qui détermine les valeurs. Donc, on fait nos mesures et là, on utilise l'équation à 11 plis, l'équation à 4 circonférences, l'équation à 4 plis ou encore avec le nom de l'auteur. Puis, on se dit, ben ça, c'est la meilleure équation, ça, c'est la bonne. Mais il faut savoir que chaque équation pour l'analyse de la composition corporelle par mesure anthropométrique a été créée à partir de données provenant d'une population spécifique avec des caractéristiques. Fait que si moi j'utilise la formule de Jacobson qui a été validée chez les Pygmées de la Nouvelle-Zélande, mais que je l'utilise chez des femmes afro-américaines qui vivent au Texas, ça se peut que mon équation ne fonctionne pas du tout et qu'elle donne des résultats aberrants. Donc là, je vais avoir un gros problème au niveau de la validité. Je pourrais dire à quelqu'un, vous avez X kilos de gras, c'est beaucoup trop, mais ce n'est pas tout à fait X kilos de gras, c'est peut-être 3, 4, 5, 6 de moins ou 3, 4, 5, 6 de plus, selon la variabilité puis l'écart que j'ai entre mes types de population. Alors, il faut savoir, quand on fait ce type d'analyse-là, il faut bien connaître le pedigree de notre méthode. Il faut vraiment aller à fond. Il ne faut pas prendre les choses telles quelles et les appliquer comme un technicien. De dire, ben moi j'ai une équation, je rentre des chiffres dedans, ça me donne un résultat et ce résultat-là est systématiquement bon et représentatif. On peut avoir d'énormes marges d'erreur. Un exemple pour illustrer ça, et ça ne veut pas dire que la méthode n'est pas bonne, mais juste pour vous donner une idée, pendant un certain temps, je travaillais à monter ma formation sur l'analyse de la composition corporelle par mesure anthropométrique, puis là j'étais allé vraiment fouiller là, beaucoup dans toute la littérature, aller sortir le plus d'équations possible. Et j'étais arrivé avec à peu près une 20-25 équations au total. Je faisais les différentes mesures, donc je faisais des plis cutanés, des circonférences chez les participants. Puis les gens me demandaient, une fois que les mesures étaient faites, puis mon pourcentage de gras est à combien? Fait que là, je leur disais, combien tu veux? Fait que là, les gens étaient là, ben comment, combien je veux? Je dis, ben, donne-moi un chiffre, combien tu veux? Fait que, ben, je comprends pas. Je dis, ben, c'est sûr que dans l'eau d'équation que j'ai, je vais en trouver une qui risque de te donner le pourcentage de gras que tu veux. Ça sera probablement pas valide, mais ça va être le chiffre que tu vas avoir. J'avais des résultats. Dans le temps, c'est des athlètes de fitness. Je pouvais avoir des résultats qui allaient de 7% de gras jusqu'à 23-24% de gras pour exactement la même personne avec les mêmes mesures. On faisait juste changer l'équation. Puis, il y avait des équations qui n'étaient pas du tout adaptées puis qui donnaient des résultats farfelus. Fait que, si j'utilise l'équation puis je ne sais pas si elle est bonne, je ne sais pas si elle est correcte avec le client ou le patient que j'ai, je peux me ramasser à avoir des écarts du simple au double sur ma mesure. Fait que ça, je peux vraiment dire à quelqu'un, ça va pas bien, c'est critique, il faut vraiment changer la composition corporelle parce qu'on est à risque assez élevé, alors que c'est probablement pas si problématique que ça, puis c'est peut-être même correct. C'est ça que ça veut dire, là, c'est aussi grand que ça. Donc, je le répète, c'est pas que la méthode est pas bonne, c'est juste que dans l'utilisation de la méthode, on n'a pas utilisé comme elle devrait. On a pris un marteau, puis on a dit, ça va me servir pour changer les fusibles. Tu ne prends pas un marteau pour changer les fusibles. Ça ne veut pas dire que le marteau n'est pas bon, ça ne veut pas dire que les fusibles ne sont pas bons, c'est juste que ce n'est pas le bon outil pour faire ce travail-là, et c'est un peu la même chose avec l'équation. Donc, c'est la même chose, entre autres, avec la méthode maintenant qui est rendue de plus en plus populaire. Je vais probablement faire un balado même sur cette méthode-là, la bioimpédance, donc le fameux courant électrique.
Où est-ce qu'on mesure vraiment le passage d'un courant électrique, puis magiquement, une fois qu'on a fait ça, boum, ça nous donne un résultat, on a notre pourcentage de gras, puis c'est merveilleux. Mais quand on parle de bioimpédance, il y a toujours quelqu'un qui me dit « Ben, c'est-tu bon ça? Ça marche-tu? » Ben, c'est super précis la bioimpédance pour mesurer ce que ça mesure, c'est-à-dire l'impédance. Donc, c'est une propriété d'un courant électrique. Et ça le mesure avec une extrême précision. Mais ça peut le mesurer à travers un 2x4, à travers un fil de cuivre, à travers un verre d'eau, à travers n'importe quoi, là. Donc, l'appareil est précis pour mesurer le courant électrique. Où c'est plus compliqué, il faut convertir ce courant électrique-là en valeur de composition corporelle. Parce que ça nous donne des ohms. Ça va nous donner une valeur de résistance en ohms, une valeur de réactance en ohms. Fait que ça peut nous donner 500 de résistance, puis 70 de réactance, mais c'est des ohms. C'est combien de kilos de gras, c'est quel pourcentage de gras, c'est combien de muscles. Bien ça, encore une fois, il faut convertir ces valeurs-là à partir d'équations qui ont été développées chez différentes populations. Donc, exactement le même principe que pour l'anthropométrie. Fait qu'on peut avoir des équations pour la bioimpédance qui ne sont pas du tout adaptées à la population auquel notre client fait partie. Ça fait en sorte qu'on peut avoir des résultats farfelus. Donc, encore une fois, ça renforce l'importance de bien connaître, bien maîtriser nos outils. Là où c'est plus difficile avec la bioimpédance, c'est que la plupart des compagnies ne révèlent pas l'équation ou les équations qu'ils utilisent avec la bioimpédance. Et ça rend ça un peu plus difficile parce qu'on ne sait pas sur quoi l'équation se base, c'est quoi la marge d'erreur associée à cette équation-là, qui est un élément essentiel lorsqu'on parle d'analyse de composition corporelle. Donc, personnellement, je pense que c'est les compagnies Tanita, InBody, Omron, l'ensemble de ces compagnies-là gagneraient à partager un petit peu plus leur équation et surtout les caractéristiques associées à leur équation. Donc, dire, nous, notre équation, sans divulguer les détails, est basée sur différentes variables qui ont été tirées d'une population d'hommes et de femmes caucasiens âgés entre 7 et 87 ans. Et on peut présenter quelques statistiques pour révéler un peu la force et la validité de cette équation-là pour cette population-là. Parce qu'on peut se douter un petit peu que qu'est-ce qui est utilisé par les différents appareils de bioimpédance, parce qu'on va rentrer la grandeur, ça c'est vraiment, vraiment important, et surtout vraiment important de le rentrer avec précision. Ça va prendre le poids, puis après ça, ça va demander l'âge, ça va demander le sexe. Des fois, certains appareils vont demander le niveau d'activité physique. À ma connaissance, il n'y a aucun appareil de bioimpédance qui demande l'origine ethnique. Et l'origine ethnique a un impact assez important sur les analyses de composition corporelle par bioimpédance, entre autres parce que les proportions segment-tronc, donc bras, jambes et tronc, les rapports de proportion varient de façon relativement importante d'une origine ethnique à l'autre, ce qui va faire en sorte que ça peut influencer beaucoup les résultats. Alors, ça, c'est dommage. Ça affecte un petit peu la validité et l'utilité de cette méthode d'analyse-là, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne, ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas l'utiliser. Ça veut dire qu'il faut l'utiliser avec précaution parce qu'il y a un petit inconnu associé à la marge d'erreur qu'on va avoir par rapport à la mécanique, aux entrailles là, du calcul. Mais ça ne veut pas dire que la méthode n'est pas bonne et qu'on ne devrait pas l'utiliser. Il faut juste être prudent. Donc, je vous dirais, l'anthropométrie, la bioimpédance, c'est deux des méthodes les plus communes. Maintenant, on commence à voir aussi de l'imagerie 3D. Donc, c'est une espèce de scanner en 3 dimensions. Là, c'est assez futuriste. Tu montes sur un pèse-personne, puis il y a comme un petit bras avec une caméra qui va te numériser, qui fait le tour de toi, puis c'est très spectaculaire. Et ça donne une représentation dans le fond, de ton volume. Puis là, si on a le poids, on peut avoir ta densité. Puis bon, c'est assez intéressant. Je vous dirais que c'est une excellente idée. Il y a par contre plusieurs éléments, puis je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais il y a plusieurs éléments qui affectent la validité de cette mesure-là. Et donc, je pense que c'est encore embryonnaire, mais je crois que ça a beaucoup de potentiel parce que c'est pas invasif. Ça prend un peu d'espace, mais je pense maintenant avec probablement 2-3 caméras, de façon statique, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant là-dessus. Fait que en tout cas, je pense que stay tuned, là, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là, avec
l'imagerie 3D, là, puis la numérisation 3D de l'organisme. Je pense qu'il y a un avenir là-dessus. Je ne m'achèterais pas un appareil tout de suite parce qu'ils sont assez dispendieux, puis j'attendrai un peu là, d'avoir un peu plus d'infos sur la validité, puis encore une fois là, sur comment on calcule, puis qu'est-ce qu'on représente avec quoi. Donc, ça, c'est comment on évalue la composition corporelle. Et après ça, là, on a vu un peu, les équations, ça peut être problématique. Les erreurs d'équipement, c'est une autre chose qui peut être problématique. Les aptitudes techniques, les capacités de l'évaluateur, surtout pour l'anthropométrie, c'est super important. J'ai fait des milliers de plis cutanés, puis encore aujourd'hui, je vais marquer mes repères anatomiques, je vais prendre mon temps pour essayer de faire les plis cutanés, parce que si je ne le fais pas, bien, ça augmente ma variabilité. Donc, quand je fais mon analyse de composition corporelle, je sors des statistiques pour ma précision. Donc, je fais des calculs statistiques, puis j'ai le chiffre là, qui apparaît pour savoir c'est quoi ma marge d'erreur. Là. Donc, je le vois tout de suite. Si je bâcle un peu mon travail, je vois ma marge d'erreur, là, le pourcentage qui augmente. Puis ça diminue ma capacité dans le fond, à évaluer avec précision l'individu et ça va affecter comment je vais être capable de détecter le changement éventuel. Donc, moins je suis précis au début, plus ça augmente le flou artistique, si on veut, plus ça augmente la variabilité. Fait que si après, je réévalue, ça se peut que les chiffres soient différents, mais qu'à cause de ma marge d'erreur, je ne puisse pas dire que c'est différent. Et ça, c'est difficile à comprendre pour les gens. Les gens disent « Ouais, mais ça me dit que j'ai perdu 1 kilo de gras. » Puis je dis « Si je te réévalue dans 10 minutes, là, ça se peut que comment je vais faire l'évaluation, je vais te dire le contraire. Je vais te dire que tu as gagné 1 kilo de gras. » Fait que en l'espace de 15 minutes, la personne a perdu 1 kilo de gras, elle a gagné 1 kilo de gras. C'est pas elle qui a changé, c'est la variabilité de mes plis. Alors, comme c'est pas difficile de faire des plis cutanés puis prendre des circonférences, tu prends l'appareil, tu tires sa gâchette ou tu prends un ruban puis tu fais le tour, c'est simple, là. C'est plus compliqué que ça. Donc, c'est pas parce que tu es capable d'utiliser l'outil que tu es capable de faire un bon travail. Donc, c'est pas parce que tu mets un marteau dans les mains à quelqu'un qui va te construire une maison puis que les murs vont tenir. Ça prend certaines compétences, il y a des choses à respecter, donc ça aussi, il faut en tenir compte. Si on suppose qu'on a des bons résultats, on fait les bonnes choses, on a des bons chiffres, bien là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça nous donne, ces analyses-là? On va avoir le classique pourcentage de gras. Et c'est ça que tout le monde veut entendre. Tout le monde, toutes les personnes que j'évalue me demandent toujours mon pourcentage de gras est à combien. Je sais quoi, je suis à 10, je suis à 12, je suis à 20, je suis à 30. Ils savent. Ah, là, 25, c'est pas bon. Ah, 12, c'est pas pire. Ah, pour une fille, 12, tu vas arrêter d'être menstruée, c'est pas bon. Ça marche pas, ça. Il faut arrêter ça. Puis, si vous écoutez, là, après aujourd'hui, pour ceux que j'ai pas évalué, là, qui écoutent, là, parce que ceux que j'ai évalués, j'espère que vous stickez plus sur le pourcentage de gras, parce que je vous ai fait mon discours que je vais refaire là pour le bénéfice des autres, mais on va arrêter d'utiliser le pourcentage de gras, là. C'est pas une mesure qu'on peut utiliser pour comparer. Donc, on peut pas dire qu'un pourcentage de gras est bon ou pas bon. On peut pas dire « à 15, t'es correct, à 17, c'est trop ». Pourquoi? Parce que c'est une fraction. Si tout le monde, là, je vous dis, on va comparer nos revenus, on va regarder 75% de nos revenus pour savoir c'est qui fait le plus d'argent. Là, vous allez dire, c'est bizarre, pourquoi regarder 75% de nos revenus? Puis après ça, vous allez dire, OK, vous ne prendrez pas 75%, là, c'est pas 75 qu'on va comparer parce que tout le monde va avoir 75. Vous allez multiplier votre 75% à votre revenu annuel, puis ça va vous donner un chiffre, puis on va comparer ce chiffre-là, puis on va savoir c'est qui fait bien de l'argent, puis c'est qui en fait moins. Ça va être ça. On n'ira pas comparer le pourcentage, parce que le pourcentage, ça nous dit juste, on va regarder le 3/4 de tes revenus. Mais ça ne nous dit pas tes revenus. Un autre exemple pour bien illustrer ça, congé de maternité, donc une femme au Québec va recevoir 70% de son salaire du RQAP pendant son congé de maternité. Donc ça veut dire que, Johan, tu pourras confirmer, là, toutes les femmes au Québec reçoivent le même montant sur leur chèque. Là, vous allez dire, non, le RQAP, c'est 70% de ton salaire. Fait que le montant que tu vas recevoir, il est fonction de ton salaire. C'est pas tout le monde qui a le même salaire. Puis moi, je vais vous répondre de façon niaiseuse. Non, c'est pareil, c'est 70%, ça ne peut pas être différent. Mais c'est la même fraction, mais ce n'est pas le même montant. Et ce qui va nous intéresser, c'est vraiment le montant. C'est combien de cash
Si on traduit ça en composition corporelle, c'est combien de gras, combien de masse maigre. C'est cette valeur-là qui nous intéresse. Alors, le pourcentage de gras, sa seule utilité, c'est de se faire multiplier par le poids total pour nous donner la masse grasse. Donc, si j'ai 15% de gras, puis je pèse 100 kg, ça veut dire que j'ai 15 kg de masse grasse. C'est ça que ça veut dire. C'est ce 15 kg-là qui va m'intéresser, pas le 15%. Imaginez un instant, on a 3 personnes. Trois personnes qui ont 10% de gras. Fait que là, on a dans notre tête 3 personnes, 10% de gras. OK, là, tout de suite, on a une photo, là, on s'imagine quelqu'un qui est cut, etc. Parfait. Bon, ben 100 kg, 10% de gras, ça nous fait 10 kg de gras. Fait que prenons 3 personnes de la même grandeur. Un à 100 kg, 10%, 10 kg de gras. Le deuxième pèse 50 kg. 10% de gras, ça fait 5 kg de gras. Puis le troisième, donnons-y 150 kg, ça fait 15 kg de gras. Donc on a 3 personnes de la même grandeur, avec exactement le même pourcentage de gras, mais qui ont 3 niveaux différents d'adiposité. Ils ont 3 quantités différentes de gras. Et c'est là que ça devient problématique parce que la quantité de gras qu'on a, en fonction de notre gabarit, donc de notre grandeur, c'est ça qui peut être problématique pour la santé, puis à la limite pour la performance. Donc, plus ma masse grasse est importante pour une même grandeur, plus c'est problématique. Donc, le pourcentage de gras ne me permet pas de discriminer. Ça ne me permet pas de dire ça, c'est trop de gras, 15% c'est trop, 22% c'est trop. C'est un autre exemple que je peux vous donner. Par le passé, j'ai eu deux patientes, une qui souffrait d'anorexie, l'autre qui souffrait d'obésité. Il y en a une qui était à 28% de gras, puis l'autre à 33%. Fait que là, on dit, oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Mais celle qui était à 28% de gras, elle avait tellement pas de muscles que le peu de gras qu'elle avait représentait 28% de son poids total. La femme qui était obèse, avec 33 DMC, elle avait tellement de masse musculaire que la grande quantité de gras qu'elle avait ne représentait que 33% de son poids total. Alors, imaginez la personne qui stick sur le chiffre et qui dit 28% c'est gras. Ben non, là, si tu veux baisser ton 28%, il ne faut pas que tu perdes de gras. Il faut que tu gagnes du muscle. Là. C'est ça qui va te sauver. Là. Puis l'autre personne qui se dit, ben, je pensais que c'était pire que ça, mon 33%. Finalement, je n'ai pas tant de gras que ça. Non, tu en as vraiment beaucoup. C'est juste que tu as énormément de masse musculaire, fait que la proportion change. Fait qu'étant donné que le pourcentage de gras, c'est une proportion, c'est quelque chose qu'on veut éviter d'utiliser à des fins comparatives. C'est quelque chose qu'on veut éviter pour classer les gens. Et malheureusement, trop souvent, l'évaluation de la composition corporelle va s'arrêter au pourcentage de gras. On va dire, j'étais à 17, je suis correct, j'étais à 22, c'est trop. Ça se peut qu'à 22, ça soit tout à fait correct. Ça se peut qu'à 22, ça soit problématique. Donc, quand on fait une analyse de composition corporelle à 2 compartiments, masse maigre, masse grasse, ce que moi je trouve intéressant de faire, c'est de déterminer l'indice de masse grasse et l'indice de masse maigre. Donc ça, c'est exactement comme l'indice de masse corporelle. Donc, on prenait notre poids divisé par notre grandeur au carré, mais là, on va substituer le poids par nos 2 compartiments. Donc, pour le cas de l'indice de masse grasse, on va prendre la masse grasse en kilos divisé par la grandeur au carré. Pour le cas de l'indice de masse maigre, on va prendre la masse maigre divisée par la grandeur au carré. Donc ça va nous donner des valeurs comme l'IMC. Et dans la littérature scientifique, il y a des références, il y a des valeurs de référence pour nous dire, bien, à partir de combien d'IMG, l'indice de masse grasse, à partir de quelle valeur on observe un risque accru de la mortalité. À partir de combien pour l'indice de masse maigre, on observe un risque accru pour la perte de capacité fonctionnelle ou ces choses-là. Donc ça, c'est des indices qui sont beaucoup plus discriminants, beaucoup plus pertinents que le pourcentage de gras. On a besoin du pourcentage de gras comme mesure intermédiaire pour calculer ces valeurs-là, mais ce n'est pas notre valeur finale. Donc, on n'utilise pas le pourcentage de gras comme valeur de diagnostic ou valeur de discussion ou valeur d'analyse. C'est vraiment l'indice de masse grasse ou l'indice de masse maigre. Et ça nous permet aussi de quantifier en valeur absolue, donc en kilos de gras ou de masse maigre, combien on devrait cibler comme modification. Donc, si jamais
j'ai un indice de masse grasse qui est trop élevé, ben, je peux indiquer à la personne, ben, il faudrait perdre 8 kilos de masse grasse pour réduire notre risque de mortalité, toutes causes confondues. Donc, ça devient beaucoup plus concret, entre autres, pour l'intervenant, parce qu'on a une idée de l'ampleur du travail et ça devient un objectif ou, si on veut, un déterminant plus concret également pour le patient ou le client qui sait un peu plus l'ampleur de la perte qui est requise ou du gain qui est requis. Et on observe la même chose, entre autres, au niveau des performances sportives. Donc, il y a moins de données là-dedans parce que ben, c'est moins intéressant en termes de santé publique. La santé de nos athlètes, ben, c'est pas tant que ça une problématique, c'est beaucoup plus la santé de la population. Donc, on a un peu moins de données, mais ces valeurs d'indice de masse grasse-là et d'indice de masse maigre-là, c'est assez intéressant au niveau des sports de combat ou n'importe quel sport qui a des catégories de poids, parce qu'on peut rapidement voir quelle catégorie de poids sera la plus facile ou la plus intéressante à cibler en fonction de ces indices-là, parce qu'on peut voir que ben, pour descendre de catégorie, ça ne sera pas faisable de couper sur le gras pour arriver à descendre. Il va falloir qu'on perde du muscle pour y arriver. Si on perd du muscle, il y a un risque qu'on perde de la puissance. Si on perd de la puissance, puis c'est un sport de combat, ben, on risque plus de se faire planter. On risque moins de planter. Donc, ça peut aider là, de voir justement où s'en aller, puis de combien on peut se permettre de couper. Alors ça, c'est des choses qui font en sorte que l'analyse de composition corporelle devient bien plus utile lorsque les résultats sont bien exploités, sont bien présentés, et autant au niveau de monsieur, madame, tout le monde qui veulent faire de l'activité physique puis être en santé, que chez des athlètes de haut niveau, où est-ce que on veut vraiment aller chercher une performance optimale. Alors, c'est pour ça que je pense, puis bon, j'ai un biais épouvantable là-dessus, mais c'est pour ça que je pense que l'analyse de la composition corporelle, c'est super important. C'est super important qu'on connaisse les limites de cette analyse-là, qu'on connaisse les limites de nos outils et qu'on soit en mesure de bien travailler avec les chiffres, de bien les utiliser pour bâtir un peu ou évaluer nos interventions. Donc ça, moi, je pense que c'est un must. Et, bon, il y a des détracteurs qui vont parfois dire, ah ben là, ça va stresser les gens de savoir ça, ça va causer plus de problèmes. Moi, je pense que c'est pas de savoir ça, c'est pas de mesurer ça qui va causer des problèmes. Je pense que ça peut mettre en évidence des problématiques sous-jacentes. T'sais, quelqu'un qui n'est pas à l'aise de savoir qu'il y a trop de gras puis qui n'est pas à l'aise de quantifier ça, je ne pense pas que la problématique soit la quantification. Je pense que ce malaise-là, il doit être adressé parce que c'est pas uniquement les chiffres, là. Il y a un problème. Ça peut être un problème d'estime de soi, ça peut être plein de choses que je pense que ça serait intéressant de travailler, ça serait intéressant d'adresser ces problématiques-là au lieu de tout simplement les évacuer puis dire, ben ça te stresse, ça te crée de l'anxiété de savoir c'est quoi ta masse grasse. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on ne mesurera pas. OK. Mais ça veut dire que la seule chose qui est problématique, c'est de savoir sa masse grasse. Mais c'est pas réellement ça. C'est pas ce chiffre-là qui est problématique. Il y a tout un bagage en arrière de ça. Cette personne-là, ben, possiblement qui n'est pas à l'aise dans son corps, son schéma corporel. Il y a plein d'éléments qui peuvent être problématiques que ben, on se ramasse à les mettre dans un tiroir puis on ne le gère pas ou on n'encourage pas à aller consulter des professionnels pour régler ça. Mais la problématique reste là. On a juste évité qu'elle se manifeste en mettant de côté une mesure qui aurait pu nous être utile. Donc, il faut faire attention lorsqu'on décide de ne pas utiliser pour épargner le client parce qu'on pense que faire une analyse, ça va causer plus de troubles que de bien. Mais l'analyse comme telle, elle ne fait pas de troubles. C'est un chiffre, là. C'est juste ça, là. C'est pas une balle de fusil, c'est un chiffre. Si ce chiffre-là cause des problèmes, ben, il y a quelque chose chez l'individu qui n'est pas capable de recevoir ça et c'est probablement pas juste en lien avec ce chiffre-là. Il y a probablement d'autres choses. Alors, je pense qu'on perd des opportunités lorsqu'on évite comme ça puis qu'on ne s'assure pas d'adresser la problématique. Et je pense qu'au final, ben, c'est le patient, c'est le client là, qui est perdant. Puis l'intervention aussi va en pâtir parce qu'on peut moins bien structurer, moins bien quantifier les modifications. Là. Donc,
C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment faire attention lorsqu'on travaille avec ça. Faut s'assurer qu'on fait un bon travail, qu'on est en mesure de bien comprendre les chiffres, bien les expliquer. T'sais, moi, je ne veux pas faire de la peine à quelqu'un en lui disant ta masse grasse est problématique, ça augmente tes risques de mortalité, alors que c'est pas vrai. T'sais, je ne veux pas traumatiser, créer de l'anxiété chez cette personne-là parce que j'ai mal fait mon travail ou parce que je ne suis pas compétent, je ne comprends pas qu'est-ce que je fais vraiment. Fait que je donne un chiffre, puis je vais lui dire, ah ben, ça je l'ai encore entendu récemment, ah tu as 30% de gras, donc tu es obèse. Non. Tu es obèse si tu as un IMC qui est supérieur ou égal à 30 kg par mètre carré. Ça, c'est le critère officiel pour déterminer l'obésité. Il n'y a pas de pourcentage de gras pour déterminer l'obésité. Fait que, imaginez, la personne, elle se fait dire qu'elle est obèse, puis elle a un IMC à 26 ou 27. Donc, cette personne, en réalité, est en surpoids. Elle n'est pas obèse. Mais là, elle se fait dire que oui, tu es à 30%, tu es obèse. Ça, je trouve ça grave. Ça, je trouve ça extrêmement dommageable parce que, ben, on crée un stress chez la personne à partir d'une erreur, d'une donnée qui n'est pas vraie. Tu sais, on va exagérer un peu, là, mais c'est bonjour monsieur, bonjour madame, je suis désolé de vous apprendre que vous avez un cancer, puis vous êtes en phase terminale. Puis là, le classique, vous êtes bien monsieur un tel? Non, moi, c'est pas monsieur un tel. Ah, ben good, je me suis trompé, finalement, vous êtes pas en train de mourir. T'sais, vous, c'était pourquoi déjà? Hey, imagine-tu le stress, tu te fais dire tu vas mourir, tu es en phase terminale, c'est épouvantable comme erreur. T'sais. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention à comment on va analyser, comment on va mesurer. Bien sûr, de connaître les limites de nos outils et de notre intervention. Puis après ça, je pense que ça vaut la peine d'être en mesure de communiquer adéquatement ces informations-là, puis de les utiliser à bon escient pour vraiment canaliser l'intervention, qu'elle soit plus profitable, qu'elle soit mieux paramétrée, puis à ce moment-là, qu'on assure un peu plus d'avoir des chances de succès, puis que les choses aillent mieux. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai fait un long monologue. Donc, s'il y en a qui ont des questions, c'est le temps. Donc, allez-y. Question composition corporelle. Je ne sais pas s'il y en a qui font de l'évaluation de la composition corporelle, s'il y en a qui se font évaluer. Donc, s'il y a des appréhensions, s'il y a des hésitations sur quoi utiliser, là. Puis bon, ça se peut là, que vous me disiez, ah ben moi j'utilise le pourcentage de gras. Ben oui, c'est la majorité des gens utilisent le pourcentage de gras. Là. Vous n'êtes pas une mauvaise personne pour autant. Mais il faut juste réaliser que on peut avoir beaucoup de variabilité pour un même pourcentage de gras. Là, on peut avoir, pour un même pourcentage de gras, on peut dire à quelqu'un, vous avez trop de gras, monsieur, c'est problématique. On peut dire, non, tout est correct, il n'y a pas de problème. Ou on peut dire, monsieur, vous n'avez pas assez de muscles. Donc, pour la même valeur de pourcentage de gras, en fonction de la grandeur de l'individu et de son poids total, on peut avoir des conclusions vraiment, vraiment diverses, là, puis voire même opposées. Alors, pour la même valeur de pourcentage. Donc, c'est pour ça qu'il faut pousser la démarche un petit peu plus loin, puis au moins calculer là, la masse grasse puis la masse maigre. Donc, je suis surpris, pas de questions. D'habitude, c'est un sujet assez émotif. Donc, je ne sais pas si c'est le départ de Claude Julien et Kirk Muller qui vous coupe l'inspiration pour les questions. Mais juste pour le fun, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait mesurer leur composition corporelle avec la bioimpédance? Ah, Mélanie, comment on mesure la VO2? Hey, je vais faire un balado sur comment mesurer la VO2. Ben, à la base, puis là, je vais avoir l'air du gars préparé là, qui a tout sous la main. À la base, on utilise un appareil qui va fonctionner avec un masque, qui va mesurer la consommation d'oxygène. Donc, comment on mesure la VO2? Ben, idéalement, on va déterminer la consommation d'oxygène avec un analyseur de gaz. Ça, c'est une mesure qui est un peu plus directe, si on veut. Puis sinon, ben, on va avoir d'autres mesures indirectes. Donc, on peut faire des tests sous-maximaux, maximaux indirects et prédire la VO2. Donc, Mélanie, écoute, envoie-moi un messenger ou un courriel, là, puis promis, je fais un balado là, sur comment mesurer la VO2 puis comment utiliser les valeurs. Alors, Vincent, pour les machines in-body, quels sont les éléments majeurs qui font varier les valeurs? Excellente question. Donc, pour toutes les machines, tous les appareils de bioimpédance pour la composition corporelle, eh bien, la première chose, c'est la grandeur.
il ne faut pas se planter sur la grandeur. Pourquoi? Parce que dans les équations pour convertir, si on veut, les valeurs électriques, bioélectriques, en pourcentage de gras, la grandeur est souvent exprimée au carré dans l'équation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que je me trompe dans la grandeur, que j'ai une erreur sur la grandeur réelle, ben c'est l'erreur au carré qui affecte le résultat. Puis moi, à certains endroits, je me souviens, ils demandaient à la personne combien vous mesurez. Puis la personne disait, bon, ben je mesure 5 pieds 7. OK, 5 pieds 7, ça doit être quoi? C'est 1m60. On va mettre 1m65. Fait qu'il mettait 1m65. Si tu réévalues après, puis la personne, on dit, combien tu mesures? Ah, ben, c'est 1m70, ça. Tu rentres 1m70. Tu n'auras pas le même chiffre. La personne, elle peut être restée pareille. Elle peut avoir changé. Mais parce que là, tu viens de fausser la grandeur, tu peux avoir des grosses erreurs. Fait que la première chose, il faut s'assurer qu'on rentre la grandeur, donc la stature, avec le plus de précision possible. Première chose. Ensuite, dans les choses qu'on peut contrôler, qui influencent les résultats de la bioimpédance, eh bien, le poids total. On n'est jamais vraiment vide. Et ça, c'est problématique pour toutes les méthodes d'analyse de composition corporelle. Il reste toujours une fraction de numéro 1 puis de numéro 2 dans le système digestif. Donc, on a toujours un peu de liquide en transit qui reste un peu dans la vessie, même si on est allé aux toilettes. Il reste toujours un peu de matière fécale en transit dans le système digestif, même si on est allé aux toilettes. Donc, on n'est jamais vraiment vide. Et ça peut faire varier de 50, 100, 200, 300, 400 grammes, donc presque une livre, la mesure. Et on va appeler ça cette masse résiduelle-là, okay, ou cette masse de transit-là, ça peut faire en sorte que des fois, quand il y a des petits changements, bravo monsieur, bravo madame, vous avez gagné 400 grammes de muscle, ça se peut que ce ne soit pas réellement du muscle qui ait gagné, ça se peut qu'il y ait un peu plus de matière fécale en transit cette fois-ci, puis que ça influence le poids. Alors ça, c'est un problème pour les DEXA, c'est un problème pour tous les appareils. Là, moi, j'appelle ça la problématique du Big Mac. Si tu fais une analyse de composition corporelle, après ça, tu manges un Big Mac, puis tu fais une autre analyse de composition corporelle, tu es resté pareil. Tu as la même masse maigre, tu as la même masse grasse, c'est juste que tu as un Big Mac dans le système digestif. Puis mettons, je dis un Big Mac, mais mettons tu as un hamburger qui pèse 1 kg, un méga burger. Tu as 1 kg de plus sur la balance. Fait que quand tu fais l'analyse de composition corporelle, si tu étais à 100 kg, tu manges un burger de 1 kg, quand tu vas monter sa balance, tu vas être à 101 kg. Fait que ton pourcentage de gras il est calculé sur 101 kg. Fait que tu vas avoir une masse grasse qui va être faussée alors qu'elle ne t'appartient pas vraiment. Et ça, la bioimpédance est affectée par ça. Donc, ce qui va être dans le système digestif, ça va jouer. Dans les facteurs qui sont non contrôlables, au niveau des appareils de bioimpédance, c'est on ne connaît pas l'équation et ses caractéristiques pour déterminer la composition corporelle. Donc, c'est une équation qui est valide chez les Afro-Américains, chez les Hispaniques, chez les Asiatiques, chez les Caucasiens. Bon, la compagnie nous dit que oui, mais ça me prendrait un petit peu plus d'informations que ça pour être certain. L'autre chose dans les non modifiables, les proportions des segments, donc la longueur des segments par rapport au tronc. Quelqu'un qui aurait pour une même grandeur, qui aurait des bras plus longs que la moyenne ou plus courts que la moyenne, même chose pour les jambes, ça va influencer la validité de la mesure parce que ce qui influence le plus les résultats de bioimpédance, ce sont les segments, donc les bras et les jambes. Donc, si ça, c'est, entre guillemets, disproportionné, ou je devrais plus dire pas selon une proportion moyenne ou une proportion identique à la proportion que les gens avaient sur laquelle on a bâti l'équation, bien là, on peut avoir une perte de validité. Donc ça, c'est un incontrôlable. Puis c'est pour ça que l'origine ethnique, c'est un élément qui peut être important. Entre autres, chez les Afro-Américains, on remarque que pour une même grandeur, on a tendance à avoir un tronc plus court et des segments plus longs. Donc, une équation qui est validée chez les Européens caucasiens risque de ne pas fonctionner du tout chez un Afro-Américain qui a des proportions différentes. Même chose pour les Asiatiques. Alors, c'est pour ça que ça peut jouer beaucoup. Donc, ça, c'est des éléments importants là, qui vont influencer. Ensuite de ça, le niveau d'hydratation, ça peut jouer un peu. Ça dépend de l'écart qu'on a. Fait que, tu sais, oui, si on va prendre quelqu'un d'hyperhydraté, on l'amène à déshydrater, on va voir une différence importante.
Mais je dirais sinon, c'est un des facteurs qui est quand même pas si pire. On a une petite, mettons, variabilité qui est tolérable. Puis je vous encourage, ceux qui ont accès à des bioimpédances, là, faites ce test-là, juste pour le fun. Puis vous me reviendrez sur les résultats que ça vous donne. Vous faites une mesure de bioimpédance. Donc moi, je l'avais faite quand j'enseignais un cours à l'université pour, justement, on parlait de la composition corporelle, puis je démontrais la variabilité qu'on peut avoir. Fait que, au début du cours, je fais une mesure de bioimpédance à un étudiant. Après ça, je lui donne une bouteille d'eau d'1 litre. Puis je dis, tu bois cette eau-là, c'est une solution particulière. Là. J'invente n'importe quoi. Puis je dis, va pas aux toilettes, fais juste boire l'eau pendant le cours. Fait que le cours passe, il boit la bouteille. À la fin du cours, il a fini la bouteille d'eau, donc là, 1 litre d'eau, il l'a calé. On refait une analyse de composition corporelle. Fait que là, bien évidemment, son poids avait augmenté d'1 kilo. Donc on avait le poids de plus. Puis là, on avait un état qui était hyper hydraté comparativement à avant. Là, on l'avait vraiment volontairement augmenté. Puis il avait gagné quelque chose comme 2 kg de masse maigre, donc 2 kg de muscle, puis il avait perdu 2 kg de gras. Fait que là, j'avais dit, regardez, moi, mon cours est tellement efficace en entraînement. Ben, imaginez, juste le fait de m'écouter, il a gagné 2 kg de muscle puis il a perdu 2 kg de gras. C'est phénoménal. Mais c'est ça, c'est un genre de variabilité qu'on peut avoir assez facilement. Les dernières, j'ai sorti une étude justement sur la bioimpédance dernièrement. La variabilité, si on veut, qu'on peut s'attendre au niveau de la précision de la bioimpédance, c'est à peu près entre 1,5 puis 2,3 kg. Donc, des changements inférieurs à 1,5 puis 2,3 kg, il faut prendre ça avec des pincettes. Il faut faire attention parce que ça se peut que ce soit une variation biologique de la personne qui ne soit pas associée à un changement de la quantité de muscle ou à la quantité de gras. Fait que quand les gens, puis ça arrive assez souvent avec la bioimpédance, quand les gens disent « Ah, ben c'est drôle, hein? J'ai refait une mesure, puis là, j'ai le même poids, mais j'ai juste switché. J'ai transformé 1 kg de gras en muscle, puis inversement, ça a bougé. » Quand le poids reste pareil, puis on a un transfert 1 pour 1, souvent, là, c'est de la variabilité de mesure, c'est pas un changement réel. Là. Donc, ça joue. Alors, oui, Vincent, la grandeur, parfait. Donc, la routine pré-test est hyper importante. Ouais, mais la routine pré-test, elle ne sera jamais pareille. C'est un peu une illusion, là, parce que, entre autres, à cause du transit intestinal, là, ce que tu manges, ça peut prendre 36, 48 heures, 72 heures entre l'entrée et la sortie, selon ce que tu as mangé, selon ce que tu as fait. Donc, on peut essayer de standardiser le plus possible là, les conditions pré, là, mais on a trop de variabilité au quotidien d'une personne à l'autre. Là. Même en laboratoire, faut laisser aller. On n'est pas capable de standardiser là, suffisamment pour couper dans la variabilité. Là. Fait que ça, c'est malheureusement, là, on n'y arrive pas là, pour ça. Fait qu'il faut vivre avec la variabilité de la bioimpédance. Là, ça a ses avantages, c'est non-invasif, c'est rapide. On peut faire 90 mesures chez quelqu'un à l'espace de 20 minutes. C'est wow, là, il n'y aura pas mal dans le dos, là, il n'y aura pas d'ampoule, il n'y aura rien. Là, c'est super. On peut évaluer 400 personnes en une journée, c'est super. Sauf que pour des comparaisons avant-après, il faut toujours considérer là, l'erreur standard qu'on retrouve avec ça, qui va se situer quelque part entre 1,5 puis 2, quelques kilos. Là. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Donc, Mélanie, à quelle fréquence il est bon de se peser avec la bioimpédance afin de voir une tendance fiable? Ben, j'aurais dû prendre le graphique là, parce que moi, j'ai fait une mesure de bioimpédance. C'était pas avec une in-body, c'était avec une impédance là, de pied à pied, là, fait que bien ordinaire. Mais j'ai fait 10 mesures, dans le fond, à des intervalles d'1 heure. Puis en formation, je parlais que je présente le graphique, puis tu vois 10 mesures, puis les gens pensent que tout le temps que c'est une mesure, c'est 10 semaines. Fait que tellement ça se promène, puis ça change. Tu sais, la valeur la plus basse, c'était, mettons, 14%. La valeur la plus élevée, c'était 24% sur le pourcentage de gras. Mais c'est tout en l'espace d'1 heure de la même journée. Fait que quand je dis aux gens, disons, ça c'est la même journée, c'est comme, wow, OK. Fait que la fiabilité, ben, si tu as un intervalle d'à peu près plus ou moins 1,5 kg, ben, tu peux te peser super fréquemment en sachant que toute variation à l'intérieur, mettons, de 1,5 kg, c'est peu probable que ça soit réel. Si par contre, à toutes les semaines, tu vois une augmentation de 1 kg,
ben là, ça peut commencer à parler plus. Il y a de fortes chances que tu t'en vas dans cette direction-là. Donc, c'est peu probable que l'erreur soit systématiquement toujours du même côté. Alors, tu peux te peser à une fréquence très, très rapprochée ou très éloignée. Dans tous les cas, il faut que tu gardes en tête la marge d'erreur qui est associée à la mesure. Puis ça va limiter, si tu veux, les risques de faire des ajustements à cause du résultat, des ajustements qui ne s'en vont pas dans la bonne direction. Donc, fait qu'il n'y a pas vraiment de fréquence optimale. Là, faut juste, c'est pour ça que c'est ce que je déplore un peu, c'est quand je fais une analyse de composition corporelle, je calcule mon intervalle de confiance. Donc, l'intervalle de confiance, c'est quoi? C'est si j'évalue la personne 100 fois maintenant, 95 des résultats vont tomber entre le chiffre inférieur et le chiffre supérieur. Mais cet intervalle de confiance-là, je peux utiliser ça lorsque je fais une mesure avant-après. Donc, si je teste quelqu'un lundi, puis je la réévalue mardi, je vais calculer l'intervalle de confiance. Puis si le chiffre, parce que c'est presque sûr que le chiffre va être différent, là, ça ne sera pas exactement le même, mais si le chiffre est différent, mais il est à l'intérieur de mon intervalle de confiance, je ne pourrais pas dire que ça a réellement changé. Donc, ce que je vais dire, c'est que la mesure est différente, mais je ne peux pas détecter s'il y a eu un changement réel. Donc ça, c'est vraiment important là, de considérer ça. Puis c'est ce qu'on devrait calculer. Moi, je pense que les compagnies qui fabriquent les appareils de bioimpédance devraient inclure ça, là, ce calcul-là de variabilité puis de fiabilité pour nous permettre d'avoir une meilleure idée là, du changement réel, parce qu'on peut faire vraiment du tort. Là. Je donne un exemple, un scénario. Là. Vous avez une personne qui ne suit pas du tout votre intervention. Vous vous dites, vous travaillez avec une nutritionniste, puis là, voici l'intervention au niveau nutrition, voici l'intervention au niveau de l'activité physique, c'est ça qu'il faut faire. La personne a fait totalement le contraire. Mais totalement le contraire, elle ne vous écoute pas pantoute. Vous faites l'évaluation pré-intervention, ça donne des résultats avec la bioimpédance. Vous faites l'évaluation après 1 mois. La bioimpédance dit que vous avez 1 kg de plus de masse maigre, puis 1 kg de moins de gras. Et là, la personne, elle se dit, écoute, moi, je peux m'asseoir dans mon sofa, siroter ma bière, écouter des séries sur Netflix, puis moi, je gagne du muscle. Et je vous dis, les gens vont être bons, ils vont le justifier. Ils vont dire, c'est probablement parce que là, j'ai récupéré tout d'un coup, puis là, j'ai gagné du muscle parce qu'avant, je vais trop en faire. Fait que le fait que je relaxe, ça a baissé mon stress, puis là, comme mon stress a baissé, j'ai gagné du muscle, puis j'ai perdu du gras. Et voilà. J'ai trouvé mon explication, je continue comme ça. 5 minutes après, on refait une évaluation juste de même. Puis là, on se rend compte que, non, on est resté pareil. Puis 10 minutes après, on refait une autre évaluation. Puis là, on se dit, non, finalement, tu as perdu 1 kg de muscle, de masse maigre, puis tu as gagné 1 kg de gras. Oups. Fait qu'on peut avoir une variabilité qui fait en sorte que, on peut justifier notre intervention ou l'invalider. Et ça peut vraiment, vraiment affecter le potentiel d'impact d'une intervention puis votre crédibilité. Et à l'inverse, il y a des intervenants qui, des fois, vont essayer de justifier à tout prix le résultat. Donc, on va chercher une explication pourquoi ces chiffres-là sont comme ça. Et la première chose qu'on devrait se poser comme question, c'est est-ce que ma mesure est valide? Est-ce que ma mesure est fiable? C'est la première chose qu'on devrait mettre en question lorsque les chiffres nous semblent aberrants ou qu'on a de la difficulté à les expliquer. Et si on n'est pas capable de répondre à ça, on arrête de chercher. On ne rentre pas dans le cortisol, on ne rentre pas dans le métabolisme, on ne rentre pas dans les gènes. Parce que ça se peut que notre mesure soit tout simplement pas représentative de la réalité. Alors pourquoi essayer d'expliquer quelque chose en se basant sur un préliminaire, si on veut, qui est faux? Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Puis trop de fois, là, moi, j'ai entendu écoutez, là, le nombre de fois que j'étais dans un gym, j'entendais des gens essayer de trouver des explications. Écoute, là, t'as probablement... Écoute, le cardio, toi, ça t'a fait gagner du muscle, là, probablement parce que, écoute, tu dois avoir des gènes de chasseur, puis le fait que tu fasses du cardio, ça fait gagner du muscle, puis... J'étais comme, ouf, OK, t'as-tu fait un test de génétique? C'est quoi ces gènes-là? T'es as-tu ces gènes-là? On a-tu testé quelque chose? Ah, c'est les hormones. T'as-tu fait un dosage d'hormones? Non, rien de ça. Mais ça, c'est beaucoup plus plausible que, peut-être que notre mesure était off. Puis c'est des affaires, moi, j'ai déjà vu, entre autres avec la bioimpédance, du monde dire, hey, good, on a gagné 200 grammes de muscle, on s'en va dans la bonne direction.
tant mieux si ça a encouragé la personne, là, mais imaginez que la personne a dit, moi, l'entraînement, je l'ai fait tout croche, je m'en fous. Puis là, elle se fait valider en disant, bravo, ce que tu as fait tout croche, là, parce que l'entraîneur, mettons qu'il ne sait pas que la personne a fait ça tout croche, il se dit, ben, elle a fait l'entraînement comme il faut. Ben non, elle l'a fait tout croche. Puis là, elle se fait dire, ben écoute, tu l'as fait tout croche, là, mais ça a payé pareil parce que tu as gagné 200 grammes. Ben, tu as peut-être perdu 600 grammes en réalité, là. Tu sais, puis on s'en va peut-être direct dans le mur. Donc ça, c'est vraiment, vraiment des choses importantes. Je sais pas si vous avez d'autres questions. C'est pas facile l'analyse de la composition corporelle. C'est vraiment une science là, hyper complexe. Là, puis c'est trop accessible. Les méthodes maintenant sont trop accessibles, c'est trop facile. C'est une bioimpédance, là. Écoute, c'est plus simple qu'un téléphone. Là. C'est quasiment une calculatrice. Là, comme, écoute, ça te guide tout quoi rentrer, etc. Monte dessus, c'est fait, on ne pose pas de questions. On a le chiffre, l'appareil a coûté 12 000 $. C'est sûr que l'appareil doit être bon. Oui, l'appareil est bon. L'appareil est super bon pour mesurer l'impédance. Là où le bas blesse, c'est dans la conversion de l'impédance qu'il faut connaître les limites. Puis quand on connaît les limites, la bioimpédance devient vraiment utile parce que ça nous évite de faire des conneries. On peut mesurer fréquemment, on peut faire des suivis. Écoute, ça nous coûte pas cher en termes de business parce que l'appareil, il est là, ça s'use très peu à l'usage. Fait que tu peux en faire, tu peux en faire, tu peux en faire. Puis quand tu connais les limites, quand tu connais la variabilité, ben tu sais que, OK, là, on est à peu près stable. Là, on est dans l'intérieur des limites de la variabilité. Fait qu'on sait qu'on est stable, good. Ou bien là, on commence à sortir là, de nos limites. Fait que probablement qu'on s'en va dans la bonne ou dans la mauvaise direction, là, selon la direction que ça prend. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, ben, t'es contre la bioimpédance. Ben, j'en ai une bioimpédance. Je l'ai utilisée pendant des années. Puis je ne l'utilise plus maintenant pour la simple et bonne raison que le niveau de précision que j'ai souvent besoin pour détecter les changements, bien, pour être en mesure de le quantifier, statistiquement, c'est plus facile pour moi lorsque je fais des mesures anthropométriques. Donc, je peux plus facilement calculer ma marge d'erreur quand je vais faire une analyse anthropométrique que quand j'utilise la bioimpédance. Parce que la marge d'erreur, lorsque je vais faire une analyse de composition corporelle par mesure anthropométrique, c'est majoritairement moi. Tandis que pour la bioimpédance, c'est majoritairement des propriétés biologiques lors de la mesure qui peuvent être variables sans que la masse grasse ou la masse maigre change directement. Un exemple de ça, c'est si tes réserves de glycogène augmentent dans le muscle, ça augmente ta quantité d'eau dans le muscle, ça va favoriser la conduction du courant. Donc, ça va beaucoup gonfler ta masse musculaire. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Tu sais, c'est le glycogène, ça va rentrer dans la masse maigre, si on veut. Sauf que si la personne, en 24 heures, elle gagne 2 kilos de masse maigre, tu te dis, hey, bravo, il doit être sur le stock. Il est drogué, là, il faut qu'il soit dopé. Ça se peut pas 2 kilos en 24 heures. Ben oui, ça se peut. Ça s'appelle une surcompensation en glycogène. Fait que là, il y a des gens qui vont dire, ah, ben c'est bon rien, la bioimpédance. Ben non. Si tu travailles avec des sportifs d'endurance, tu veux savoir si ta surcharge en glycogène fonctionne. Si tu fais une bioimpédance, puis tu vois l'évolution dans la semaine, que dans la même semaine, la masse maigre, elle augmente de 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, puis tu as une tendance sur ta semaine, à chaque jour, c'est un petit peu plus, puis ça correspond pas mal à l'augmentation des apports en glucides, bien, tu peux confirmer que ta surcompensation en glycogène, effectivement, elle a fonctionné, la personne a bien répondu. Fait que c'est super intéressant. Je ne pourrais pas faire ça avec des mesures anthropométriques, ça serait beaucoup plus difficile. Donc, il y a beaucoup de potentiel dans la bioimpédance, mais comme c'est trop facile à utiliser, bien, les gens deviennent un peu complaisants, puis bien, le chiffre sort, je prends le chiffre, puis ça me donne beaucoup de chiffres. Sincèrement, savoir bien, d'où ça vient le chiffre, puis est-ce que ce chiffre-là, il y a un écart. Puis dans toutes les mesures de composition corporelle, toutes, là, même où est-ce qu'on quantifie les atomes, on a une erreur de mesure, on a une variabilité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avec un DEXA, on en a, les gens disent « Ah oui, moi j'ai fait le DEXA, le scan, c'est super précis. » Non, oui, c'est super précis, mais il y a une variabilité. C'est pas parfait. Tout le temps, tout le temps. D'autres questions? Non? Fait que je laisse encore un petit 2-3 minutes pour les questions. Puis après ça, ben, je vais mettre fin au balado. Pendant que je laisse le temps pour les questions, si jamais il y en a qui ont des sujets qui aimeraient que j'aborde,
C'est quelque chose que je suis capable de faire, c'est quelque chose qui est dans mes cordes, ça me fait plaisir de le faire, donc n'hésitez pas là, à m'envoyer des suggestions. Ça me fait vraiment plaisir là, d'essayer d'aborder ça puis de personnaliser un petit peu ça. N'hésitez pas aussi à partager. Moi, je fais ça bénévolement, j'ai du fun à le faire. Mais ça peut être le fun des fois d'avoir un petit like de plus ou de partager ou etc. Là. Donc, ça aide un peu. Puis plus il y a de monde, plus on va avoir plus on peut avoir des positions différentes, des opinions différentes. Puis ça ajoute là, pas mal aux échanges. Puis c'est le fun. Moi, j'aime pas ça quand je parle. Puis moi, j'ai raison. Puis tout le monde a tort. J'aime ça quand je parle. Puis des fois, les gens disent ah, ben. Écoute, moi, je travaille comme ça, puis ça donne tel autre, ça peut être utile. Puis, écoute, si en plus, dans le balado, moi, je peux apprendre quelque chose pendant que je le fais, ça va justifier amplement le temps que ça prend pour le faire. Hey, salut Jean-Michel. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions sur ça, je vais vous souhaiter une super bonne fin de soirée. Puis, si tout se passe bien, je vous reviens la semaine prochaine avec un autre sujet. Donc, sur ça, je vais vous souhaiter une bonne soirée.